C'est les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, nouvelle vidéo pour parler de l'histoire des Chicago Bulls. Donc on se retrouve à l'été 96 où la principale actu du côté des Bulls c'est le nouveau contrat de Michael Jordan. Parce que ce qu'il faut se remémorer c'est que Jordan avait signé un contrat de 25 millions de dollars sur 8 ans en 88. Donc déjà le montant, quand tu vois maintenant, bon c'est sûr que tu ne peux pas vraiment comparer. Mais toujours est-il que même quand il a pris sa retraite en 93, qu'il est parti jouer au baseball et tout, euh, ce contrat-là a continué. Jerry Reinsdorf l'a maintenu, tu vois, en signe de voilà pour tout ce qu'il a fait jusqu'en 93 avec les trois premiers titres de la franchise, etc. Donc par loyauté, il avait maintenu ce contrat qui tournait entre 3,5 et 4 millions de dollars par saison suivant l'année. Toujours est-il que quand ce contrat arrive à son terme en 96, Jordan demande un nouveau contrat, mais évidemment avec énormément d'argent en plus, puisque entre-temps les salaires ont explosé en NBA, et il est très très loin d'être parmi les meilleurs salaires de la ligue, alors qu'il vient de terminer une saison MVP, MVP des finales, les Bulls viennent de récupérer un quatrième titre de champion, donc voilà, il a de quoi négocier pour avoir un nouveau contrat. Euh, Ça traîne un petit peu en longueur, ça prend quelques jours, quelques semaines, et du coup les Knicks viennent foutre leur nez dans l'histoire et proposent un contrat à Jordan. Et Jordan avouera des années plus tard que s'il n'y avait pas eu d'accord avec les Bulls, il aurait peut-être accepté cette offre des Knicks pour les jouer à New York. Toujours est-il que ça ne s'est évidemment pas fait. Les Bulls et Jordan trouvent un accord où il va toucher 30 millions de dollars sur cette saison 96-97. Il signe juste pour un an, renouvelable après tous les ans. Et c'est le principal move on peut dire, de cet été pour les Bulls, parce qu'il y a eu la draft de l'intérieur Travis Knight qui sera coupé début juillet, donc il n'aura même pas eu le temps de montrer ce qu'il pouvait faire au training camp pour essayer de prendre une place dans l'équipe, même pas. Par contre, les Bulls signent Robert Parrish, qui arrive à 42 ans, pour une dernière pige avant de prendre sa retraite, donc c'est vraiment la seule arrivée vraiment dans cet effectif des Bulls qui reste inchangé par rapport à la saison précédente. Tout le monde a un plus grand vécu collectif ensemble. Il y a le titre de l'année précédente aussi qui donne beaucoup de confiance à tout le monde. Chacun connaît son rôle, etc. Et c'est en grande partie pour ça que les Bulls débutent par 12 victoires d'entrée. Une saison régulière qui démarre par 12 succès, un record dans l'histoire des Bulls. Ils n'ont jamais démarré par autant de victoires, ni avant et certainement pas après. Euh, Et en plus, 12 victoires avec énormément de cartons sur un petit peu tout le monde. Il y a plus 29 contre Philadelphie, plus 23 contre Vancouver, plus 18 contre Détroit et Denver, Détroit et Phoenix, pardon, plus 32 contre Miami, plus 23 contre Charlotte, plus 28 contre Atlanta, plus 18 contre Denver. Il y a très très peu de matchs serrés dans ce début de saison régulière. Il y a un déplacement à Miami qui est un petit peu serré et Jordan il met 50 points pour calmer tout le monde. Donc voilà, mais sur le reste de ces matchs-là, lui et Pippen sont extrêmement ménagés parce que dans les fins de match, voilà, il y a des blowouts de 25-30 points, c'est pas la peine de les faire jouer. Donc ils sont souvent sur le banc avec des grosses poches de glace sur les genoux. Ces 12 premiers matchs, voire même sur l'ensemble du mois de novembre, Jordan il joue 34 minutes par match, donc quasiment 5 minutes de moins par rapport à la saison précédente, donc ça permet de le ménager aussi. Même chose pour Scottie Pippen. La première défaite arrive sur le parquet d'Utah, donc un petit hasard, dans un match où Jordan met 44 points et le Jazz pratique une énorme défense pour contenir un petit peu tout le reste de l'équipe, et c'est Jordan qui est un petit peu le seul à surnager ce soir-là, prend les choses en main, met quelques paniers, mais ça suffira pas. Et derrière ça, les Bulls vont gagner 5 matchs consécutifs. Donc pour commencer avec 17 victoires et une défaite, à ce moment-là on se dit les Bulls vont peut-être même faire mieux que la saison précédente où ils ont établi le record historique de la ligue avec 72 victoires, 10 défaites. En tout cas ils sont bien partis pour. Malgré une blessure de Luc Longley lors du déplacement aux Clippers, la veille il se blesse en allant faire du surf. Donc ça passe un petit peu mal au niveau de la franchise et lui à ce niveau-là, parce que c'est pas censé partir faire du surf. Toujours est-il que les Bulls gagnent ces 5 matchs consécutifs, ils reviennent à Chicago, ils en perdent 2, mais à Noël, ils affichent 25 victoires, 3 défaites, donc ils sont dans leur temps de passage de la saison précédente. Ils perdent à Atlanta le lendemain de Noël, enfin ou le match après Noël,
mais ensuite gagnent 9 matchs consécutifs, donc ils sont toujours extrêmement dominants, mettant des cartons à tout le monde. Et Dennis Rodman, ça l'emmerde un peu, tu vois. Il a déjà pris 2 matchs de suspension début décembre pour avoir critiqué David Stern et insulté un petit peu la ligue et les grandes pontes de la NBA. Et puis voilà, tous ces matchs-là où les Bulls se promènent, Rodman il s'emmerde, il n'y a pas y a pas vraiment de challenge pour lui, il est moins combatif, tu vois, il est plus trop impliqué au rebond, il saute pas dans les gradins pour sauver les balles perdues, il est moins, disons qu'il a plus besoin d'être autant à fond sur toutes les actions parce que voilà, les Bulls dominent largement, donc du coup, il, il se sent moins concerné, moins impliqué, ça l'emmerde un peu. Il y a plein de matchs comme ça où il dit je m'ennuie, franchement je m'emmerde sur le parquet parce que voilà, on domine. Et ça va atteindre des proportions où il y a ce déplacement à Minnesota qui va faire parler parce que sur une lutte au rebond avec Kevin Garnett, Dennis Rodman tombe derrière le panier et tombe à côté d'un caméraman. Et les deux, quand Rodman se tourne vers le caméraman, ça s'échange de trois mots doux. Et Rodman bouscule le caméraman avec son pied. C'est pas vraiment un coup de pied, tu vois, il le bouscule avec son pied. Et là, le caméraman, c'est extrêmement exagéré, tu vois, il fait style qu'il est blessé, il se tord de douleur, il fait style, il s'évanouit comme ça, là, avec sa caméra. Il est évacué sur civière et tout, enfin, un truc monumental. Après, il va attaquer la NBA en justice et tout, mais il aura jamais gain de cause parce que c'était tellement flagrant que le mec, il en a fait des caisses, enfin, c'était, bref. Toujours est-il que la NBA n'a pas du tout aimé ce geste de Dennis Rodman et lui donne 11 matchs de suspension, soit le nombre de matchs qui restait aux Bulls avant d'arriver au All-Star Weekend. Des Bulls qui arrivent au All-Star Weekend en gagnant 9 de ces 11 matchs où Rodman n'est pas là, et un bilan de 42 victoires, 6 défaites, ce qui est quasi la même chose que la saison précédente où ils étaient à 42 victoires, 5 défaites. Donc ils sont dans leur temps de passage pour faire au moins aussi bien que la saison d'avant. Dans un All-Star Weekend où Steve Kerr remporte le concours à 3 points, Michael Jordan réalise un triple-double, le tout premier de l'histoire dans un All-Star Game, et termine MVP. Et il y a aussi une célébration pour les 50 ans de la NBA avec une liste qui est faite des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. Donc Jordan en fait partie, Scottie Pippen en fait partie, et Robert Parrish en fait également partie et représente les Bulls, même si évidemment sa carrière est beaucoup plus euh, grande au niveau des Celtics, puisqu'il aura juste fait cette saison-là aux Bulls, quelques bouts de match à la fin. Mais voilà, à ce moment-là, il est aux Bulls, donc il représente les Bulls. Et donc ensuite, après ce All-Star Weekend, dès la reprise, Jordan met un buzzer beater à 3 points contre les Hornets pour gagner ce match-là. Scottie Pippen fait un match à 47 points contre Denver. Et puis, donc, on continue de dire ces Bulls-là vont battre leur record de l'an dernier, sauf qu'au fil des semaines, de plus en plus de blessures vont s'accumuler. Et ça va être un petit peu compliqué pour les Bulls d'enchaîner. Il y a Tony Kukoc qui va manquer quasiment tout le mois de mars. Dennis Rodman va se faire mal au genou gauche et va partir se faire soigner à Los Angeles où il va plus participer à des soirées arrosées que vraiment faire du foncier. Bill Wennington se blesse également début mars et se blesse pour l'ensemble de la saison. On ne le reverra pas en playoff, on le reverra que la saison prochaine. Donc ça fait beaucoup d'absence dans le secteur intérieur qui oblige les Bulls à chercher du renfort et donc ils vont signer l'intérieur Brian Williams qui était libre sur toute la saison parce que après son contrat qui s'est terminé avec les Clippers la saison d'avant, il avait pas trouvé d'équipe. Donc il arrive aux Bulls début avril, mais il n'avait pas du tout joué de toute la saison. Donc il s'est entretenu physiquement, mais bon, t'as pas le rythme des matchs. Donc il a un petit peu de mal au début à vraiment trouver le rythme, etc. Mais bon, il joue quand même et ça permet voilà, de faire souffler les autres, donner des rotations, 3-4 minutes par-ci par-là, ce qui est toujours ça de prix à ce moment-là. Et il y a l'autre signature, et ça c'est une histoire incroyable, c'est Matt Stengenga, qui avait été drafté par les Bulls en 92, mais qui n'avait pas été retenu dans le roster, et qui donc était parti jouer en Europe et dans des ligues mineures aux US, mais qui continuait de jouer au basket. Et à ce moment-là, en 97, au mois d'avril, il a terminé, lui, sa saison dans une ligue mineure je ne sais plus dans quelle équipe il jouait, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, il est libre, il retourne à Milwaukee, puisque c'est là qu'il habite, et il envoie un message à Jerry Krause, il dit il y a bientôt les playoffs, moi je suis libre, avec ma femme on aimerait bien avoir des tickets pour venir voir 2-3 matchs de playoffs des Bulls.
Et là, Jerry Krause lui répond, plutôt que des tickets pour les playoffs, si je te filais une place dans le roster. Et Matt Stengenga, il est là, bah écoute, oui, mais évidemment, sans problème. Donc il vient à Chicago et il va jouer 2 matchs qui seront les 2 seuls matchs de toute sa carrière en NBA. Donc il en aura fait d'autres dans d'autres ligues en Europe ou aux US, mais en NBA, son passage dans cette ligue se résume à 2 matchs contre Détroit et contre Toronto, à peu près une quinzaine de minutes en cumulé sur les 2 matchs, 3 points en tout, un dunk et un lancer franc, et un titre de champion NBA, parce que voilà, spoiler alert, on va gagner le titre à la fin de la saison, et Matt Stengenga aura droit à sa bague, ce qui est une histoire assez incroyable, alors que voilà, en tout et pour tout, il aura joué 2 matchs, et peut-être même pas 15 minutes dans la NBA. T'as des types qui font des carrières de 20 ans et qui ont jamais qui ont jamais de bague, genre Stanton, Malone, Charles Barkley, peut-être pas 20 ans, mais pas loin. Et, et Matt Stengenga, il a joué 2 matchs, 15 minutes et il a une bague. Comme quoi, des fois, tu vois, c'est le bon endroit au bon moment. Euh, donc les Bulls terminent la saison régulière malgré tout avec quelques défaites à cause de ses blessures et ce manque de rythme des joueurs qui arrivent. Mais malgré tout, un bilan de 69 victoires, 13 défaites, ce qui est quand même très très honorable. Ça reste le deuxième meilleur bilan de l'histoire à ce moment-là, ex aequo avec le bilan historique des Los Angeles Lakers en 70-71. Donc quand même une très très belle marque, même si voilà, il y a un petit coup de moins bien sur la fin. Donc pour débuter les playoffs face à Washington, Kukoc revient de blessure, Dennis Rodman revient, mais les deux sont pas vraiment encore dans le rythme. Et d'ailleurs c'est Jason Caffey qui sera titulaire pour débuter les playoffs face à Washington. Euh, une série contre Washington qui va être une des séries les plus difficiles des Bulls dans un premier tour de playoff, parce que voilà, il y a du Chris Webber, du Juwan Howard, il y a du Rod Strickland. C'est quand même une équipe jeune et dynamique qui va donner du fil à retordre aux Bulls, même si bon, Chicago va quand même gagner le premier match relativement aisément avec Jordan qui met 29 points, 8 rebonds, 8 passes. Qui fait le show. Il y a une très bonne défense de Brian Williams sur les 2,13 m de George Muresan pour essayer de le limiter au maximum. Donc une victoire relativement tranquille au match 1. Au match 2, par contre, ce sont les Bullets qui prennent le meilleur départ avec notamment un très bon Chris Webber, Calbert Cheney également qui est très présent. Euh, Washington inscrit 65 points en première mi-temps face aux Bulls. Dans les vestiaires, Jordan s'énerve et dit c'est pas normal, va falloir absolument hausser le ton en défense. Et évidemment, ils vont faire ça et Jordan va également s'occuper du scoring parce que ce soir-là, pas grand monde a l'air d'être très adroit. Donc Jordan enchaîne les paniers, permet aux Bulls de revenir dans ce match-là, parce qu'évidemment, quand Washington met 65 points en première mi-temps, les Bulls sont à la traîne. Donc il ramène toute l'équipe dans le match, et au final, il va jusqu'à marquer 55 points, au point de, en conférence de presse après le match, dire je me suis excusé auprès de Tex Winter pour l'attaque en triangle, je l'ai un peu oublié, j'ai forcé, moi je suis allé mettre les paniers tout seul, voilà, mais de manière très détendue et comique, quoi. C'était pas du tout une critique, c'était voilà pour le bon mot en conférence de presse. Donc les Bulls reviennent dans ce match grâce aux 55 points de Jordan et s'imposent un peu plus largement. Et Jordan donc, met 55 points à 22 sur 35 au tir, donc il est très très chaud sur ce match-là. Et ça donne de la confiance pour le match 3 à Washington, mais ça va être un match très 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 serré, où les Bulls vont avoir pas mal de difficultés à contenir les assauts adverses. Il y a Tracy Murray qui met beaucoup de points en sortie de banc. Voilà, Juwan Howard, Chris Webber qui fait beaucoup de mal à l'intérieur aussi. Rod Strickland qui est un des bons meneurs de la ligue à l'époque, qui fait de bons matchs aussi, de bonnes prestations. Euh, Washington mène de 9 points à 5 minutes de la fin, donc il faut vraiment un gros run des Bulls pour revenir dans ce match-là et assurer le sweep sur un rebond. Non, pas un rebond. Jordan qui part au cercle et qui est bien gêné, il perd la balle. Pippen la récupère, part au cercle et claque un dunk avec la faute qui va mettre les Bulls devant dans les dernières secondes. Et même s'il loupe le lancer franc, d'ailleurs c'est souvent que Pippen loupe des lancers francs en fin de match. On y reviendra, mais ouais, il y en a quand même beaucoup des exemples à ce niveau-là.
Et malgré tout, il réussit ce dunk à quelques secondes de la fin qui met les Bulls devant et derrière, sur la dernière possession, Washington n'arrivera pas à grand chose. Donc du coup, Chicago signe un nouveau sweep en premier tour de playoff, mais celui-là aurait été assez difficile parce que voilà, Washington avec cette fougue et cette vivacité aura pas mal contrarié les Bulls défensivement. Malgré tout, bon, ça se termine sur un sweep. Euh, Au tour suivant, c'est Atlanta qui a fait une très belle saison régulière qui se met sur le chemin des Bulls et bizarrement, les deux premiers matchs à Chicago sont assez ternes pour les Bulls qui ont l'air un peu en manque d'énergie. Tu vois, il y a des layups tout cuits qui ressortent, il y a des shoots à 6 mètres qui font airball, je sais pas, les Bulls sont un petit peu en dedans et ont vraiment du mal face à Atlanta qui a une très bonne défense. Dikembe Mutombo est évidemment un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et puis tu as le meneur Mookie Blaylock qui fait de très très bons matchs sur ses deux premiers matchs au United Center. Il met 31 points au premier match, il en met 26 au deuxième. Mais Chicago va gagner le premier match sur un 3 points de Scottie Pippen dans la dernière minute pour passer devant 103-100 et une bonne défense ensuite pour empêcher Atlanta de marquer. Pas 103-100, non, pardon, 197. Mais bon, bref, toujours enfin, 3 points d'écart. Et euh, par contre, le match 2, ça va être pour Atlanta qui va vraiment venir prendre l'avantage du terrain à Chicago en profitant encore une fois de Bulls avec une, une adresse très basse, voilà, très peu de monde pour prendre le relais quand Jordan et Pippen n'arrivent pas à scorer. Parce que sur ce, sur ce match 2, voilà, il y a très peu d'adresse de la part de Jordan et Pippen et derrière, c'est un petit peu le néant. Et notamment Dennis Rodman qui donc est retourné dans le 5 de départ sur ses deux premiers matchs, mais est très peu productif. Il prend 7 rebonds au premier match, 5 rebonds au deuxième. Euh, il est pas très concerné en défense. Et donc du coup, pour le match 3 à Atlanta, c'est de nouveau Jason Keffey qui retourne dans le 5 de départ et il va se montrer productif en signant un bon double-double avec 10 points et 11 rebonds pendant que, pendant que Jordan et Pippen continuent de galérer offensivement avec une très mauvaise adresse, notamment 0 sur 8 en cumulé à 3 points pour les deux. Mais cette fois-ci, c'est le banc avec Tony Kukoc notamment et Brian Williams qui va vraiment faire des dégâts, à signer des super passages avec des shoots extérieurs pour Kukoc, des paniers sous le cercle pour Brian Williams avec des rebonds offensifs, des dunks, etc. C'est eux qui vont vraiment permettre aux Bulls de signer un bon run parce qu'il y avait moins 10 dans le troisième quart-temps, mais les Bulls vont finalement gagner ce match de 20 points, 100 à 80 grâce à vraiment l'énergie apportée par le banc pendant que Jordan et Pippen continuent de vraiment avoir une adresse assez dégueulasse sur ce début de série face à Atlanta. Mais le fait que voilà, d'autres joueurs aient pris le relais, enfin, parce que c'était pas le cas sur les deux premiers matchs, et notamment au match 2 qu'ils ont perdu, ça permet aux Bulls de reprendre un petit peu de confiance, et après ce match-là, ils vont un peu plus dérouler. Keffi est encore titulaire pour le reste de la série au poste 4 et Rodman sort du banc. Il y a ce match 4 où c'est vraiment la défense qui fait la différence. Atlanta est réduit à 30% d'adresse sur ce match 4. Euh, ils sont encore une fois limités à 80 points. Donc ils ont mis 80 points au match 3, 80 points au match 4 à domicile, Atlanta. Donc ils sont vraiment mis sous les traits noirs. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir face à des Bulls qui donc remportent ce match 4 et ensuite vont signer un blowout au match 5 voilà, en se faisant plaisir sur ce match-là avec 6 joueurs à au moins 10 points, dont 3 qui sortent du banc, dont Dennis Rodman qui met 2 paniers à 3 points dans ce match-là. Euh, euh, Même Steve Kerr met 15 points et puis les Bulls terminent la série avec ce fameux dunk de Jordan sur Mutombo et ensuite il lui fait non non comme ça, le fameux geste favori de Mutombo quand il met un contre sur n'importe quel joueur. Donc voilà, une sorte de bon point d'exclamation pour mettre fin à cette série et donc Chicago s'impose 4-1 mais en ayant très mal débuté cette série et en étant monté en puissance après le match 3. Euh, il y a ensuite cette série contre Miami où Dennis Rodman retourne dans le 5 de départ et prend 19 rebonds. Là tout de suite il est vachement plus motivé, 19 rebonds au match 1 parce que voilà, il a cette mission de contenir Alonzo Mourning et il va le faire mais de manière extraordinaire. Les deux vont tu vois, toujours se bousculer, se mettre des coups de coude, des coups d'épaule, tu vois, se,
y allait un peu tous les deux. Il y a eu quelques échauffourées, des bagarres qui sont parties sur quelques matchs dans cette série. Mais voilà, Rodman sort Mourning complètement de la série, tu vois, mentalement il le bloque. Et donc sur ce match-là, le premier match, il prend 19 rebonds. Et les Bulls limitent Miami à 77 points et une adresse catastrophique, à peine 40%, pour prendre le match 1 relativement aisément. Et le match 2, c'est un petit peu pareil, c'est même encore pire parce que Miami ne va inscrire que 68 points avec un pourcentage à 33%, 34% au shoot. Et pourtant, les Bulls, pareil, ils sont pas franchement au-dessus offensivement, ils n'ont pas une adresse beaucoup plus conséquente. Ils inscrivent pas 15-20 points de plus que Miami sur ces deux premiers matchs, mais leur défense est tellement étouffante que ça permet de combler justement leur maladresse en attaque. Même quand l'attaque en triangle a du mal, que l'adresse n'est pas là, ils sont tellement solides défensivement, tellement impliqués, tellement concentrés avec, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, avec Harper, Pippen et Jordan, avec leur long bras, leur activité pour switcher sur tous les postes, Dennis Rodman qui peut s'occuper de l'intérieur adverse. Voilà, c'est tellement solide à ce niveau-là que même si eux-mêmes n'ont pas une belle adresse, et ben, ils vont totalement court-circuiter l'équipe adverse et ça va leur permettre de s'imposer. Donc les Bulls gagnent les deux premiers matchs comme ça en limitant extrêmement Miami a des pourcentages catastrophiques et a très très peu de points, donc 77 au premier match et 68 au deuxième. Et au match 3, la défense est encore plus solide. Miami n'inscrit que 74 points sur son parquet, encore un pourcentage très très faible. Et cette fois-ci, les Bulls par contre vont réussir un blowout en s'imposant 98-74, donc là la plus large victoire de cette série. Euh, et puis un petit peu comme si c'était voilà, dit bon bah voilà, on est à 3-0, on est tranquille. Ils se font un petit peu bousculer dans le quatrième match où Miami continue de jouer plus physique, mettre plus de rythme. Morning est un petit peu plus impliqué inside. Et, euh, et le Heat prend une belle avance d'entrée, tu vois, dès le premier quart-temps jusqu'à la mi-temps, tu vois, ils sont dedans, ils sont vraiment. Les Bulls sont limités à 31 points en première mi-temps. Il y a quelque chose comme, je sais plus le score exact à la mi-temps, mais Miami a genre 15 points d'avance à peu près, et les Bulls n'ont inscrit que 31 points. Et Miami va prendre 21 points d'avance dans le troisième quart-temps, et ça va commencer à chambrer. Il y a des joueurs comme je sais plus qui vont commencer à chambrer un peu Jordan et tout, je crois que c'est Voshon Leonard. Et à ce moment-là, bah, évidemment, Jordan il fait ah oui, c'est comme ça. Et là, il commence à enchaîner les paniers. Euh, il- les Bulls reviennent petit à petit dans le match. Ça partait sur un blowout, mais là, Jordan il les ramène un peu tous. Il enchaîne les paniers. Il met 20 des 23 points des Bulls dans le quatrième quart-temps. Et à chaque fois qu'il met un panier, il se retourne vers le banc du 8 et il les insulte de tous les noms. Il fait bande de connards. On vous laissera pas gagner un match et tout. Toujours est-il que malgré tous ces paniers de Jordan, Miami s'impose sur ce match-là. Et Jordan d'ailleurs va avoir une adresse absolument catastrophique. Il va finir à 9 sur 35 au tir, alors qu'il est en commençant à 2 sur 22 dans la première mi-temps. Et c'est pour ça que Miami commençait à le chambrer. Mais voilà, malgré le coup de folie de Jordan qui va multiplier les passages au lancer franc, je crois qu'il va faire 11 sur 13 au lancer pratiquement juste sur la fin de match. Euh, Ça suffira pas et Miami va prendre ce match. Il y avait trop de retard à rattraper pour les Bulls, avec Jordan qui fait son one-man show et personne d'autre du côté des Bulls pour alimenter la marque. Donc malgré tout, même si Miami gagne ce match et revient à 3-1, le match 5 à Chicago, bon bah ça va sonner la fin, ça va pas aller beaucoup plus loin pour le Heat. Jordan va faire ce qu'il faut pour calmer Miami d'entrée. Euh, un bon apport du banc et encore plus en l'absence de Pippen qui va se blesser au pied gauche au bout de 6 minutes dans ce match et il ne reviendra pas sur le parquet. Donc Pippen ne joue que 6 minutes. Les Bulls, malgré tout, s'imposent assez largement avec encore un très bon Tony Kukoc, un très bon Brian Williams en sortie de banc. Rodman qui fait le taf pour museler Morning et voilà, réduire encore Miami à une adresse assez basse. Donc Miami va shooter à 36% sur ce match 5 et Chicago va s'imposer 100-87 pour se qualifier assez aisément pour des nouvelles finales NBA où ils vont affronter le Jazz d'Utah. Et le Jazz est extrêmement confiant.
parce qu'ils viennent de signer une saison à 64 victoires. Ils sont quasi invincibles à domicile. Ils ont perdu que 3 matchs dans leur salle jusqu'ici, entre saison régulière et leur parcours en playoff avant les finales. Karl Malone est MVP de la saison régulière. T'as John Stockton qui est Hall of Famer. Euh, Jerry Sloan, le coach, qui a son histoire avec les Chicago Bulls, voilà, est un des meilleurs coachs de la ligue, si ce n'est, enfin, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs coachs historiques dans l'histoire de la NBA. Et roi du pick and roll, les Jazz, voilà, enfin le Jazz est vraiment une équipe voilà, qui aborde ses playoffs, même s'ils n'ont pas l'expérience évidemment des finales NBA, puisqu'ils n'y ont jamais été. Mais voilà, ils ont cette confiance en eux, ce vécu collectif. Voilà, ça fait plus de 10 ans que Stockton, Malone et Jerry Sloan répètent leur gamme avec Jeff Hornacek. Voilà, donc c'est vraiment une équipe en confiance et qui va poser énormément de problèmes aux Bulls sur ce premier match avec une super exécution des pick and roll. Les Bulls ont un petit peu de mal défensivement, sont parfois un petit peu en retard. Karl Malone fait un gros match. Stockton met des 3 points dans tous les sens. Et les Bulls reviennent surtout dans le sillage d'un Scottie Pippen qui est monstrueux. Alors il a joué que 6 minutes dans le dernier match de playoff face à Miami. Mais comme ils se sont qualifiés en 5 matchs et que ça a été un peu plus long pour Utah qui est allé en 7 matchs face aux Houston Rockets, euh, ça lui a permis voilà, de reposer un peu son pied, etc. pendant quelques jours. Et donc il est en forme pour ce match 1, même s'il est toujours blessé, hein, parce qu'il devra se faire opérer après pendant l'été, parce qu'il aura eu une fracture du pied au final. Mais toujours est-il que voilà, sur ce match 1, il est prépondérant, il met des 3 points. En défense, il est là, il met quelques contres qui engendrent des contre-attaques. Et c'est vraiment lui qui relance les Bulls dans ce match-là. Pippen, il va faire 27 points à 11 sur 19 au tir sur ce match-là. 3 sur 7 à 3 points, 4 contre, 9 rebonds. Il est vraiment absolument partout. Jordan, évidemment, est là aussi pour alimenter le scoring et faire en sorte que ce match reste serré parce que Utah est pas mal devant une bonne partie du match. Au final, on se retrouve à 10 secondes de la fin et Karl Malone qui obtient 2 lancers francs alors que le score est de 82 partout. Et donc Malone est en train de se concentrer pour ses lancers et t'as Scottie Pippen qui vient derrière lui et qui lui dit tu sais, le facteur ne livre pas le dimanche. Alors évidemment, il faut expliquer ça. On est un dimanche, le match 1 des finales NBA se joue un dimanche. Le facteur, c'est le surnom de Karl Malone, puisque pour sa faculté à délivrer des paniers tout au long de sa carrière. D'ailleurs, il finira deuxième meilleur scoreur de l'histoire de la ligue. Et donc, voilà, Pippen vient le chambrer en lui disant voilà, tu sais, les facteurs le dimanche, c'est tranquille, ça livre pas. Et inconsciemment, je ne sais pas si ça a vraiment eu une influence sur ce que va faire Karl Malone, mais il va louper ses 2 lancers francs. Le deuxième qui roule sur le cercle et qui ressort. Jordan prend le rebond, prend un temps mort. Il y a toujours 82 partout. Il reste 7,5 secondes. Remise en jeu, Tony Kukoc donne la balle à Jordan. Et Jordan qui fixe Brian Russell. Et en fait, juste avant la remise en jeu, au moment où les équipes retournent sur le parquet et se mettent en place, Jordan il s'approche de Brian Russell et il lui fait tu m'as chambré pendant que j'étais à la retraite. Tu disais que tu pourrais pas me enfin que tu pourrais me stopper et que tu serais celui qui serait le Jordan stopper. Et ben vas-y, c'est le moment de prouver ça. Parce qu'en fait, voilà, pendant que Jordan était à sa retraite au baseball, il y a un match où il était venu, il était sur Chicago et il avait croisé Brian Russell qui lui est pas de Chicago mais d'autour de l'Illinois. Et ils s'étaient rencontrés un été et Russell lui avait dit ah, t'as pris ta retraite parce que tu sais que moi je t'aurais arrêté. Hein, c'est surtout pour ça, parce que tu flippais. Il l'avait un peu chambré comme ça, tu vois. Et Jordan s'en est souvenu et en 97, à ce moment-là, il lui dit bon ben, puisque t'es si bon en défense, vas-y, c'est le moment, régale-toi. Donc, ballon à Jordan, il reste 7 secondes, il temporise face à Russell, tête de raquette, hop, step back sur le côté, shoot, ficelle, buzzer beater, 84-82, Jordan 2 points serrés, et victoire des Bulls 1-0 pour débuter les playoffs, pour débuter les finales. Et bizarrement, ça a eu une bonne influence sur le match 2 parce que les Bulls sont beaucoup plus libérés, ils se sont très bien ajustés au pick and roll et au système défensif du Jazz, ils sont beaucoup plus enfin ils déroulent beaucoup mieux leur basket dans le match 2, sont plus en confiance, plus sereins, plus de rythme
Et dans ce match 2, tout réussit aux Bulls. Jordan passe à une passe décisive du triple-double. Il fait 38 points, 13 rebonds, 9 passes. Et c'est Pippen qui écrase un dunk sur le cercle, sur sa 10e passe pour lui voler le triple-double, entre guillemets. Même Dennis Rodman m'a impogné à 3 points dans ce match. Karl Malone et Stockton sont réduits à une adresse assez faible sur ce match-là aussi. Et du coup, voilà, les Bulls en privant Stockton et Malone d'adresse et en les empêchant d'être productifs en attaque, ils savent que voilà, derrière il n'y aura pas grand monde pour prendre le relais à part Jeff Hornacek qui va mettre 19 points, mais voilà, c'est très peu et c'est trop peu quoi. Malone il fait 6 sur 20 dans ce match-là, Stockton il fait 4 sur 12, donc ils sont vraiment très très limités. Et les Bulls prennent ce match 2 assez aisément, un des matchs, probablement le match le plus facile pour les Bulls dans cette série. Ensuite, la série va à Utah, et alors là, Utah, c'est le bordel complet. Parce que autant à Seattle l'année d'avant, ils avaient mis des feux d'artifice, ils avaient fait beaucoup de bruit, mais Utah, c'est ça fois 10 quoi. Au niveau des décibels, c'est un bordel sans nom. D'ailleurs, eux aussi, comme Seattle l'année d'avant, ils ont fait venir Michael Buffer pour dire Let's get ready to rumble et tout. Mais vraiment, t'as la mascotte du Jazz qui se met devant le banc des Bulls en moto sur le parquet. Il fait un boucan pas possible. Les fans, ils ont des trucs, tu tapes dedans, ça fait un boucan pas possible. T'as des feux d'artifice. Au niveau des décibels, c'est monstrueux. Et, euh, t'as même. Là, franchement, c'est une anecdote qui est assez incroyable. Franchement, c'est très difficile à entendre. Si vous regardez les matchs, par exemple sur YouTube, vous tapez Bulls Jazz match 3, 97 ou match 4 ou 5, enfin sur les matchs qui se sont passés à Utah, c'est très très difficile à entendre, mais c'est vrai. La musique d'intro des Utah Jazz, pendant ces finales NBA, et même celle d'après en 98, on pourra toujours y revenir, c'est la même musique d'intro que celle des Bulls. Alors je sais pas si ça a été fait exprès ou quoi, toujours est-il que tu l'entends très peu parce qu'il y a énormément de boucans dans la salle, mais c'est la musique Sirius de Alan Parsons Project. Pourquoi? Alors que c'est pas du tout la musique qu'utilise habituellement le jazz, mais là, est-ce que c'était pour chambrer, j'en sais rien ou quoi? Mais voilà, toujours est-il que sur les finales 97 et les finales 98, quand il y a l'intro des équipes du Utah Jazz, c'est sur la musique des Bulls. Pourquoi? Bon, bref, toujours est-il que euh, dans leur salle et avec tout ce boucan et tout, Utah va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus appliqué, beaucoup plus concentré. Karl Malone va faire un véritable carnage, il va mettre 37 points à 15 sur 29 sur ce match 3. John Stockton rentre des shoots décisifs à 3 points. Défensivement, c'est beaucoup plus solide également. Au match 3, Utah a déjà 16 points d'avance dans le troisième quart. Même si les Bulls reviennent, ensuite, ça suffira pas. Utah va vraiment prendre l'ascendant et profiter d'être à la maison avec tout le boucan etc., qui va perturber un petit peu. Le fait d'être en altitude aussi, parce que voilà, la salle de Utah, c'est dans les montagnes, etc. Un petit peu comme Denver, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas par rapport à l'altitude. Au bout d'un moment, tu manques un peu d'air. D'ailleurs, Phil Jackson avait un petit peu parlé de ça après le match 3, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que les Bulls sont perturbés et que Utah en profite pour revenir voilà, en étant vraiment très agressif défensivement, en continuant d'exécuter le pick and roll dans tous les sens. Le match 4 est un peu plus serré, mais malgré tout en faveur d'Utah qui va signer une très bonne fin de match avec Malone et Stockton, et notamment Stockton qui récupère cette balle et qui fait une passe de tout le long du terrain pour Malone qui met un lay-up pour, pour donner un avantage qui sera décisif pour Utah pour ce match 4. Et donc les Bulls et les Jazz se retrouvent à 2 partout après 4 matchs. Et encore une fois, il faut insister dessus, les Bulls sont vraiment perturbés par beaucoup de choses qui se passent à Utah. Et puis il y a toujours ces histoires entre Rodman et Malone qui continuent de se mettre des coups. Et puis il y a ce fameux match 5. Il y a ce fameux match 5 qui sera rebaptisé le Flu Game. Alors on va... Là, on va... Il y a tellement d'histoires qui se sont racontées au fil des années sur ce qui s'est vraiment passé la veille de ce match pour que Jordan soit autant mal en point. Il y a eu des rumeurs comme quoi serait alcoolisé, d'autres rumeurs comme quoi il serait parti jouer au poker avec Robert Redford,
Ouais, non, mais de toute façon, il y a eu des rumeurs dans tous les sens, hein. Tu peux en inventer 150 des histoires à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, la, la vraie version, on va dire, enfin, en tout cas celle qui revient le plus, mais moi je pense que c'est ça de toute façon. On peut en discuter après dans les commentaires, hein, mais c'est l'intoxication alimentaire avec la pizza. Parce que on nous explique que vers 10h30, la veille de ce match 5, 10h30 du soir, Jordan a une fringale et donc il est dans sa chambre avec Tim Grover, son préparateur physique, les gars de sa sécurité. Et il a faim, il commande, il dit trouvez-moi une pizza. Et apparemment, le seul truc qui est ouvert autour de là où ils sont à l'hôtel, c'est un Pizza Hut. Donc il commande une pizza pour Jordan et c'est le seul à en bouffer. D'ailleurs, apparemment, il aurait craché sur la pizza pour dire vous en aurez pas. Et en fait, ce qui se serait passé, c'est que comme il y avait deux personnes qui sont venues livrer la pizza, ils ont trouvé ça un petit peu suspect. Et Jordan a dit bah vous n'en bouffez pas, je la bouffe que moi, etc. Et plus tard, vu qu'il y a eu les diffusions des épisodes de The Last Dance où ils en parlent, il y a une radio à Chicago qui a retrouvé le mec qui a fait la pizza à Utah, le mec de Pizza Hut qui a fait et qui a livré la pizza. Et donc ils l'ont interviewé à la radio et le mec explique que lui il était fan des Bulls, puisqu'il a. Enfin, il était en tout cas fan de Jordan et quand ils ont eu ce coup de fil de l'hôtel, où ils savaient que c'était l'hôtel où étaient les Bulls, parce qu'à chaque fois qu'une équipe NBA vient jouer à Utah, ils sont dans cet hôtel, donc ils savent qu'il y a toujours des célébrités, etc., que ce soit des équipes NBA ou d'autres, il y a des célébrités à Utah, ils restent à cet hôtel, donc ils savent que ça vient de là, ils se disent, bah c'est peut-être quelqu'un des Bulls, donc ils font la pizza, et justement comme lui, il bosse dans ce Pizza Hut, et c'est tous les autres sont fans d'Utah et lui il est fan des Bulls, il dit je vais la faire moi pour éviter que vous tu vois, en plaisantant, il dit pour pas que vous foutiez un truc dedans pour empoisonner celui qui va la bouffer. Comme quoi, des fois, hein, les blagues, tu vois, ça peut aller loin. Et donc, c'est lui qui fait la pizza, c'est lui qui l'emmène et tout. Et puis, il est avec un autre livreur, il dit ah, des fois qu'on puisse voir Jordan, machin et tout. Et donc, voilà, c'est la version. Donc, Jordan a fait une intoxication alimentaire avec cette pizza qui était bah, voilà, qui est pas passée, quoi. Est-ce qu'elle était mal cuite? Est-ce que les ingrédients dedans étaient pas. Enfin bref, on peut toujours développer là-dessus. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo de 2h30 là-dessus. Donc bref, toujours est-il qu'il est extrêmement affaibli. Parce que bah voilà, dès 3-4 heures du matin, il se lève, il est en sueur grave, il vomit, il est pas bien, il a aucune énergie, il participe pas au shoot-around du matin. Il est allongé dans le noir toute la journée, il est déshydraté. Pippen, il fait mais vous êtes sûr qu'il joue ce soir? Il va voir Phil Jackson, il fait mais là il va pas jouer quoi. Donc Jordan arrive quand même à la salle et tout. Et puis il y a ce match où bah, évidemment toutes les télés sont déjà au courant, il y a toutes les rumeurs dans tous les sens. Et Utah par contre va en profiter clairement parce que bah, avec un Jordan diminué, plus Pippen qui est toujours mal au pied et qui est un peu diminué sur ses finales aussi, Utah va y aller pieds au plancher, va prendre 16 points d'avance très rapidement dans le deuxième quart-temps. Jordan va réveiller un peu les siens en enchaînant quelques paniers et ramener son équipe à 4 points seulement à la pause, 53-49, mais tu vois il est vraiment. Tu vois, dès qu'il y a un temps mort, il s'assoit, t'as l'impression qu'il est là, il en peut plus. Et dès qu'il y a la sirène pour retourner sur le parquet, hop, il se relève, mais comme un zombie, tu vois, c'est vraiment. Il en peut plus, il est cramé, il a zéro énergie, il boit son Gatorade, mais voilà, il transpire à grosses gouttes, il en peut plus. Euh, et derrière ça, il n'y a quand même pas grand monde côté Bulls capable de prendre le relais au scoring sur ce match-là. Pippen, évidemment, fait tout ce qu'il peut, mais encore une fois, il est diminué par rapport à son pied. Donc en défense, ça reste compliqué. Et c'est quand même incroyable que tu n'aies pas gagné ce match. Et c'est là que tu te dis que Jordan a vraiment été monstrueux et décisif. Parce que voilà, il prend des rebonds, il traverse tout le terrain, il va mettre des lay-ups en coast-to-coast. Il y a un lay-up de Pippen, il est là pour mettre la claquette dunk derrière. Euh, et puis en fin de match, il est encore une fois décisif avec ce lancer franc qui est loupé. Il récupère le rebond offensif, il temporise, la balle va à Pippen, Pippen lui remet la balle, il met un 3 points de tête de raquette qui sera décisif, 38 points pour Jordan, et derrière Utah n'arrivera pas à revenir. Et Chicago prend ce match 5 à Utah, mais dans des circonstances absolument incroyables. Et ce match qui est probablement l'une des performances les plus marquantes de la carrière de Jordan et probablement une des performances les plus dingues de l'histoire de la NBA. Et donc les Bulls
repasse devant 3-2, mais alors que tout était contre eux et on pensait que ça allait permettre au Jazz de repasser devant. Et le Jazz, ça va du coup leur mettre un gros coup au moral et au retour à Chicago pour le match 6. Même si Utah démarre mieux, etc., Chicago fait toujours quelques runs pour revenir. Et c'est encore un match qui va être extrêmement serré, pratiquement jusqu'au bout. Un petit peu comme tout le long de la série, au final, il n'y aura pas eu de match extrêmement dominé par une équipe. À part le match 2, Chicago a quand même eu une belle avance. Le match 3, Utah, mais après, le reste des matchs a été extrêmement serré tout le long. Euh, Utah prend 10 points d'avance dans le troisième quart-temps. Ça revient avec un 3 points de Jud Buechler et quelques paniers de Pippen aussi. Les Bulls repassent devant dans le quatrième quart-temps, mais ça reste encore une fois très serré. Ça va à 86-86 dans la dernière minute avec un 3 points de Brian Russell. Il reste 28 secondes. 86-86. Tout le monde sait que Jordan va avoir le dernier shoot. Même les commentateurs disent ce serait vraiment étonnant que quelqu'un d'autre que Jordan prenne le prochain tir. Et puis on a cette fameuse séquence qu'on a tous vue 1000 fois où Jordan est sur le banc et dit à Steve Kerr s'ils font prise à 2, tiens-toi prêt. Et Kerr qui dit je serai prêt, pas de problème. Donc il y a cette remise en jeu, ça temporise. La balle passe par Kerr, Pippen, Jordan qui temporise, qui pénètre. Il y a l'aide de John Stockton. Et Jordan trouve Steve Kerr, tête de raquette, qui met ce panier au niveau de tête de raquette pour mettre les Bulls devant à 5,2 secondes de la fin. Et c'est vrai que plus tard, quand on demandera à Jerry Sloan d'expliquer pourquoi au match 1, ils n'avaient pas fait prise à 2 sur Jordan quand il a mis ce panier au buzzer face à Russell, il avait dit parce qu'il est capable, si on fait prise à 2, de trouver un autre shooter. Il y a Pippen, il y a Steve Kerr qui peut mettre un panier décisif. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Et là, ils l'ont fait, et tu vois, ça lui a donné raison, parce que du coup, ils l'ont fait, et ils ont été punis quand même. Donc Steve Kerr met ce panier incroyable. Derrière la remise en jeu, Scottie Pippen se jette au sol pour intercepter la balle et la donner à Kukoc qui part mettre le dunk sur le buzzer, et les Bulls s'imposent 90-86 et remportent leur 5e titre NBA. Donc une célébration évidemment monumentale. Chicago est encore une fois sur le toit du monde après une saison qui était un petit peu plus galère que la précédente, mais qui montre quand même que les Bulls sont vraiment au-dessus au niveau de la NBA, même si Utah leur a donné énormément de fil à retordre sur les finales, mais sur l'ensemble de la saison ça a quand même été, pas une balade, mais ça a quand même été assez tranquille, à part la période où il y a eu les blessures à la fin et tout. Mais toujours est-il que voilà, Chicago gagne son 5e titre NBA, réalise le back-to-back une nouvelle fois. Dans les célébrations après à Grant Park pour fêter le titre, Steve Kerr, c'est vraiment un mec génial quoi. Dans sa carrière, dans son humour, dans son caractère, c'est vraiment un type génial. Il prend le micro, il raconte la fin de match, il dit pendant le temps mort, Phil Jackson dit à Jordan de prendre le dernier tir et Jordan fait je suis pas très à l'aise pour prendre les derniers tirs en fin de match, demandons à Steve Kerr. Et Kerr il est là, il fait je me suis dit qu'il fallait que je sorte Jordan du pétrin encore une fois, je l'ai fait toute l'année, donc une fois de plus c'est rien, mais tu vois c'est des phrases comme ça qui sont géniales, parce que Steve Kerr c'est vraiment un type, mais il est extraordinaire ce bonhomme. Et Jordan lui dans son discours de célébration, il dit j'espère qu'on pourra être là l'an prochain pour fêter le titre numéro 6, donc la foule évidemment réagit de ouf, et il dit et pourquoi pas un titre numéro 7, 8, 9, 10, tu vois. Toujours le bon mot de la fin pour Jordan. Et donc voilà, les Bulls remportent leur 5e titre de champion NBA et s'apprêtent à essayer de remporter un deuxième three-peat. On verra dans la prochaine vidéo qu'il y a eu beaucoup d'histoires à développer dans cette saison pour arriver jusqu'à ce three-peat. Donc voilà, on verra dans la prochaine. Je vais terminer cette vidéo en rendant hommage à Jerry Sloan, parce que une heure et demie à peu près avant de faire cette vidéo, on a eu tous la news sur Twitter du décès de Jerry Sloan. Jerry Sloan qui était une légende évidemment à Utah pour plus de 20 ans en tant que plus de 20 ans en tant que coach, 1221 victoires en tant que head coach à Utah, le 4e coach qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire de la NBA. Mais c'était aussi une légende des Chicago Bulls. Il était là dans les 10 premières saisons de l'histoire de la franchise. On en a parlé évidemment dans les vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines.
2 fois All-Star, troisième joueur qui a joué le plus de matchs sous le maillot des Bulls, euh, dans le top 5 au point, quatrième au rebond, etc. Mais son maillot a été le premier maillot retiré de l'histoire de la franchise. Mais voilà, c'était surtout euh, entre 66 et 76 quand il a participé aux 10 premières saisons des Bulls en tant que joueur. Il était... il incarnait ce qu'était Chicago. C'est le mec dur au mal qui va au masto, qui n'a peur de rien, qui va tous les soirs au combat. Et c'était vraiment cette attitude qu'il a toujours eu tout au long de sa carrière de joueur et même d'entraîneur, parce qu'il était toujours très exigeant. Euh, mais vraiment une vraie légende des Chicago Bulls et du Utah Jazz évidemment, mais une vraie légende du basket tout court, quoi, une vraie légende. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Jerry Sloan, c'est pour toi. Et c'est quand même incroyable des fois le hasard et le timing. Tu vois, il faut que ça tombe le jour où je tourne cette vidéo pour parler des Bulls contre les Jazz en finale NBA 97 où il est l'entraîneur du Jazz. Comme quoi, des fois, le destin, le timing, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, repose en paix, Jerry Sloan. Euh, voilà, on va terminer là-dessus parce que c'est quand même une nouvelle assez triste pour la NBA. Encore une fois, hein, une de plus cette année entre Kobe Bryant, David Stern, ça fait quand même vraiment beaucoup. Donc voilà, il serait temps que ça s'arrête. Donc voilà, repose en paix, Jerry Sloan. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et go Bulls, à très bientôt.